Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par lepetitjournal.com, le journal des Français à l'étranger, votre quotidien en ligne. Merci à vous de vous être inscrits assez nombreux pour assister à ce webinaire sur le thème que pensent les expatriés de l'investissement immobilier en France. Un webinaire organisé donc en partenariat avec la Banque Transatlantique. Nous sommes aujourd'hui avec Vincent Julia, qui est membre du directoire de la Banque Transatlantique, qui va nous faire une présentation, puis surtout qui est là pour répondre à toutes vos questions. Donc, bienvenue à vous, tous les internautes. Vous avez un petit onglet questions en bas à droite qu'on va utiliser donc, pour le chat avec poser une nouvelle question. Donc, je vais vous mettre un petit hop, bonjour. Voilà, comme ça, vous allez le voir apparaître dans le fil du chat. Donc, n'hésitez pas, déjà, dites-nous un petit peu où vous êtes. Est-ce que c'est le matin sur le continent américain, le soir en Asie? Est-ce que vous êtes en Europe, en Afrique? Voilà, faites-nous un petit coucou, dites-nous où vous êtes. Comme ça, on verra également si l'outil marche bien et puis ça permettra de faire un petit tour du monde, comme c'est souvent le cas avec lepetitjournal.com. Je vous rappelle, donc, on est parti pour à peu près 1 heure de webinaire. Donc, si vous ne pouvez pas assister à tout, de toute façon, à la fin du webinaire, quelques minutes après, vous recevrez un lien avec le replay. Donc, voilà, si vous avez raté, si vous ne pouvez pas assister pendant 1 heure, pas de souci, vous ne raterez rien. Il y aura également un article en fin de journée aujourd'hui dans lepetitjournal.com avec la vidéo YouTube qui sera embeddée dans l'article. Donc, évidemment, vous pourrez le revoir aussi de cette façon-là, mais surtout, vous pourrez le partager et le faire connaître ce webinaire à vos connaissances, amis, collègues qui pourraient être intéressés, évidemment, par ce sujet de l'investissement immobilier en France. Allez, on a Denise qui est à Hambourg. Bonjour Denise, une fidèle du petitjournal.com, et Gauthier qui est à Boston aux USA. Ça doit être assez tôt à Boston, hein, donc bienvenue, good morning Gauthier, c'est un plaisir de vous avoir. Alice qui est à Paris. Bonjour à tous, faites-nous des petits coucous et puis on va évidemment rentrer dans le vif du sujet. Vincent Juliage, Vincent, je vous passe la parole pour vous présenter, nous présenter évidemment la Banque Transatlantique en quelques mots. Merci Hervé, bonjour à tous, ceux de l'Ouest et ceux de l'Est, ceux du Sud et ceux du Nord. Donc je suis Vincent Julia, je travaille à la Banque Transatlantique depuis une vingtaine d'années. J'en suis membre du directoire et la Banque Transatlantique, donc pour ceux qui ne la connaîtraient pas, est une entité du groupe Crédit Mutuel, plus exactement une filiale à 100% du CIC, lui-même filiale à 100% de Crédit Mutuel. Au sein du groupe, nous occupons une place un petit peu particulière puisque nous adressons des clientèles de particuliers, mais un petit peu hors normes, notamment, bien évidemment, la clientèle non résidente, donc la clientèle des expatriés, les Français en fait qui vivent à l'étranger et un petit peu plus marginalement les ressortissants d'autres nationalités, mais qui ont quand même des liens avec la France. Et sinon, nous adressons également la clientèle fortunée et puis la clientèle de salariés et de cadres bénéficiaires de plans d'actionnariat. Je ne reviens pas dessus. Voilà, donc nous existons depuis un peu plus de 140 ans et ça fait bientôt 100 ans que la Banque Transatlantique travaille aux côtés des Français qui vivent à l'étranger. Ça a commencé avec les diplomates, dont nous sommes toujours très proches. Et puis, bien sûr, avec l'évolution de la sociologie des expatriés, nous travaillons aujourd'hui beaucoup plus avec des Français indépendants ou travaillant dans des entreprises locales ou travaillant dans des entreprises françaises. Il y en a encore quelques-uns. Parfait, très bien. Allez, on a Marie. Bonjour Marie, bonjour Olivier. Raya dit, pourriez-vous parler plus fort? Alors, je ne sais pas si moi je vous entends bien Vincent, mais je ne sais pas si les autres internautes nous entendent pas très bien. Je ne sais pas si vous pouvez augmenter un petit peu le son de votre micro ou parler un petit peu plus fort éventuellement, puisque Raya nous demande ça, Raya qui est à Paris. Vincent, si vous voulez bien, on va peut-être démarrer par la présentation, parce que l'objet du webinaire, on l'a dit, la thématique, c'est l'investissement immobilier en France, mais c'est aussi la conséquence d'un observatoire de l'expatriation que vous menez depuis plusieurs années. Donc, peut-être, on va partager l'écran et regarder la presse, mais nous parler déjà un petit peu aussi de qu'est-ce que c'est que cet observatoire, comment vous l'avez mis en place, pourquoi avoir choisi cet observatoire et pourquoi avoir choisi ce thème de l'immobilier peut-être cette année en quelques mots avant de démarrer également plus en détail sur la presse.
Oui, alors donc, comme vous l'avez compris, donc les expatriés sont au cœur de l'activité commerciale de la Banque transatlantique. C'est vraiment un de nos trois piliers. C'est 20% de nos clients, c'est 20% de nos effectifs qui sont à l'étranger, puisque nous avons un dispositif tout à fait particulier pour les accompagner, avec des banques, des sociétés de conseil en investissement et des bureaux de représentation dans 9 pays, depuis San Francisco jusqu'à Hong Kong, avec des équipes françaises sur place pour accompagner les Français, ou en tout cas francophones, et donc un personnel nous-mêmes expatriés, au sens très large du terme, puisque pour la plupart, ils vivent dans les pays dans lesquels ils résident depuis très longtemps, depuis une bonne dizaine d'années, voire plus. Donc, c'est au cœur de la stratégie de la banque de répondre, d'essayer de répondre aux problématiques des Français vivant à l'étranger. Et donc, il nous a semblé aussi, on connaît bien cette population, on la suit depuis longtemps, on est intégré dans beaucoup de réseaux d'expatriés à l'étranger, que ce soit les réseaux de chambres de commerce, que ce soit les réseaux de conseillers du commerce extérieur, que ce soit les lycées français. Nous sommes le premier financeur d'établissements scolaires français à l'étranger. Nous travaillons aussi avec beaucoup d'associations de Français vivant à l'étranger. Et puis, bien sûr, nous sommes proches toujours historiquement des réseaux d'ambassades et de consulats. Donc, on connaît très bien cette population et on trouvait qu'il y avait une mauvaise connaissance en France métropolitaine des expatriés, beaucoup de préjugés, des stéréotypes. Et on s'est dit qu'avec un observatoire, en lançant un observatoire, on allait pouvoir un petit peu apporter quand même de connaissances sur qui sont les Français de l'étranger, les faire mieux connaître, redresser peut-être un petit peu le tir, montrer aussi tout ce qu'ils apportent à la France, montrer les liens qu'ils gardent avec la France, le regard qu'ils ont sur la France. Voilà, c'est le but de cet observatoire. On a une dimension barométrique dans cet observatoire avec des questions qui reviennent tous les ans. Et puis, on a des questions thématiques sur des thèmes qu'on change chaque année. Donc, c'est la 4e édition de l'Observatoire. On a commencé en 2020. À partir de 2021, on a fait des questions thématiques sur la crise sanitaire en 2021, sur les élections présidentielles de l'année dernière, en 2022. Et puis, cette année, on s'est dit que l'immobilier nous semblait être quand même un élément tout à fait intéressant à regarder. On connaît l'attachement des Français de France à l'immobilier, hein, la place que ça prend dans les patrimoines. C'est une partie très importante des patrimoines en France. C'est près de 60% du patrimoine des Français qui est détenu dans l'immobilier. Qu'est-ce qu'il en est quand on s'adresse aux Français de l'étranger? Ça nous paraissait une question intéressante. On le sentait aussi dans nos relations, nous, avec les Français de l'étranger, c'est-à-dire qu'on est quand même très sollicités pour les aider à réaliser des investissements immobiliers. Et donc, on a voulu en avoir un petit peu le cœur net. Donc, on a fait une enquête très scientifique qui se fait avec Opinionway, que je pense que vous connaissez, qui est un des grands instituts de sondage en France. Et on est en partenariat également avec l'UFE, l'Union des Français de l'étranger, que nous soutenons depuis de très nombreuses années et qui disposait évidemment d'une capacité d'interrogation des Français de l'étranger très importante. Donc, nous avons sollicité 300 000 Français à l'étranger, nous avons eu 5 000 réponses, ce qui est un excellent score. Comme vous le savez, il n'existe pas d'échantillon représentatif de la population française à l'étranger qui n'est pas recensé formellement. On a des inscriptions volontaires sur les listes des consulaires. Et donc, voilà, mais on n'a pas de portrait robot complet des Français de l'étranger. En revanche, les 5 000 répondants, c'est beaucoup. Où est-ce qu'ils se situaient? Ils se situaient, sans surprise, un tout petit peu plus de la moitié en Europe, ce qui est conforme aux statistiques du ministère des Affaires étrangères. Pour 19%, donc un petit peu moins de 20%, d'un cinquième en Amérique du Nord, États-Unis et Canada, 10% en Asie, en Amérique et au Moyen-Orient, 10% en Afrique, 5% en Amérique du Sud et en Amérique centrale et 2% en Océanie. Voilà, on retrouve dans les principaux pays répondants les pays classiques bien connus pour être ceux abritant le plus grand nombre de Français, donc États-Unis, Allemagne, Royaume-Uni, Suisse, Canada, Espagne, Belgique. Donc 5 000 répondants, c'est un très bon score qui nous permet d'avoir une très bonne validité des réponses. Bien sûr. Pour compléter le profil des répondants, on a des répondants qui, pour 85%, résident depuis plus de 5 ans à l'étranger, dans leur pays d'accueil.
Donc, on a des Français bien installés, solidement installés à l'étranger. Pour 50% d'entre eux, ils résident à l'étranger depuis plus de 19 ans. Donc, on a voilà, une population très enracinée. Ah, pardon, je reviens dessus. J'ai un petit problème avec la souris. Hop. Je n'arrive pas à remonter le. Ah. Alors. Juste pour expliquer aux internautes, on a. Moi, c'est moi. Non, pas de souci, on est en partage d'écran en fait. Donc, du coup, Vincent Julia partage son écran. Voilà. Donc, c'est parfait. Voilà. Alors, ils sont à l'étranger, mais première indication, donc ils sont bien installés à l'étranger, ça c'est clair. Hein. Donc, comme je viens de le dire, ils sont néanmoins très mobiles, ils restent très mobiles, puisque si 51% n'ont pas à ce stade l'intention de quitter le pays de résidence, on en a quand même 27% qui indiquent avoir l'intention de quitter le pays dans lequel ils résident, à plus ou moins long terme. Quand ils envisagent de quitter le pays de résidence, c'est à plus de 60% pour retourner en France. Et pour le reste, donc 40% environ, il s'agit d'une mobilité qui se ferait en restant à l'étranger, sans destination tout à fait dominante dans le. Et on sent bien que ce qui conduit les Français à quitter un pays, c'est le retour en France. Pourquoi, d'ailleurs, quitter le pays dans lequel on est, sans surprise, pour se rapprocher de la famille, 46% évoquent ce premier motif de mobilité internationale, 38% pour prendre la retraite, un chiffre intéressant, puisque on verra que la retraite est un des motifs principaux qui conduit les Français à envisager d'acquérir des biens en France. Et 48% d'ailleurs d'entre eux évoquent l'intention de prendre leur retraite en France. Donc le lien immobilier-retraite sera très fort. Les difficultés de l'expatriation, je ne vais rien vous apprendre. L'éloignement, bien évidemment, 54% première raison, la couverture santé, également dans un certain nombre de pays, pas partout. Alors l'accès à la propriété, entrons dans le vif du sujet. Premier chiffre très intéressant à connaître, 64% des expatriés au sens très large du terme, hein, je parle des Français établis à l'étranger, sont propriétaires d'un bien immobilier. C'est un chiffre qui est un peu supérieur à celui qu'on connaît pour les Français de métropole, puisque 60% des Français de métropole sont propriétaires d'un bien. Pas totalement étonnant, vu que la sociologie des Français expatriés est plutôt un peu plus CSP+, qu'en France. Hein. Dans nos enquêtes, on a entre 50 et 60% de CSP+, qui répondent, et contre 30% de CSP+, en France, de catégories socio-professionnelles donc élevées. Donc 64% sont propriétaires d'un bien dans le pays où ils résident. Pardon, la comparaison que je faisais, c'est 77% qui sont propriétaires d'un bien contre 60% en France. Donc, on mesure le côté CSP+. Sur ces 77%, donc en fait, 64% sont propriétaires d'un bien dans leur pays de résidence. C'est très important. Et là, on voit qu'ils sont bien installés. 60% sont détenteurs de leur résidence principale. On a 58% des Français de France qui sont détenteurs de leur résidence principale. Autre élément intéressant, c'est le niveau de détention d'un bien en France. Cette fois-ci, 30% sont détenteurs d'un bien en France. C'est un chiffre relativement élevé. Enfin, on peut le juger élevé ou pas élevé. Je pense qu'il est quand même assez intéressant, plutôt, à mon avis, une fourchette relativement haute. Voilà, compte tenu de la durée de séjour à l'étranger, qui, comme on l'a vu, est très longue et qui aurait pu donc amener beaucoup de Français à rompre les liens avec la France. 52% d'entre eux ont l'intention d'acheter un bien. Donc l'immobilier, non seulement est un élément très important du patrimoine des Français de l'étranger, comme en France, mais en plus, ils continuent d'avoir des intentions d'achat.
Les intentions qui se répartissent de manière à peu près égale entre les intentions d'achat en France, 29%, et les intentions d'achat dans le pays de résidence, 27%. L'intention d'achat des Français de l'étranger en France, 29%, est très légèrement supérieure d'ailleurs aux intentions d'achat mesurées en France auprès des Français de métropole, qui se situent à 26%. Donc l'immobilier français, manifestement, attire les Français de l'étranger. Voilà, 29-26%. Français de métropole, c'est un comparatif cette fois-ci établi sur une base d'échantillons représentatifs de la population française. Alors, les raisons d'acquérir un bien immobilier, elles sont diverses, hein, elles ne sont pas les mêmes selon qu'on veut acquérir un bien dans le pays dans lequel on réside ou selon qu'on veut acquérir un bien en France. Donc, dans le pays où l'on réside, à 36%, la première raison mise en avant, c'est la préparation de la retraite, mais aussi la volonté de constituer une épargne. Et pour quasiment autant, 34%, c'est l'acquisition ou le changement de résidence principale, puisqu'on a vu que 60% d'entre eux étaient déjà détenteurs de leur résidence principale. Les raisons qui motivent un achat en France sont, on retrouve la retraite, mais alors dans des proportions beaucoup plus importantes, 55%. Donc là, c'est plus d'un Français sur deux qui met la retraite, la préparation de la retraite, en tête de ces raisons pour acquérir un bien en France. On trouve en deuxième raison, à égalité, la nécessité de disposer d'un pied-à-terre et puis le simple attachement à la France et l'envie d'y détenir un patrimoine. Donc, cette prédominance de la retraite est quand même marquée. Oui. On sait que les conditions, évidemment, de constitution d'une retraite à l'étranger ne sont pas les mêmes qu'en France. Le système de répartition que nous connaissons est beaucoup moins développé. La nécessité de constituer par soi-même sa retraite est plus importante, d'où le poids de l'immobilier. Alors, quand on les interroge sur les destinations privilégiées, pour ceux qui ont l'intention d'acquérir un bien en France, on a un trio de tête, une proportion quasiment identique. Île-de-France pour 26%, Provence-Alpes-Côte d'Azur pour 24% et Nouvelle-Aquitaine pour 23%. On peut signaler que 24% dans PACA, on voit apparaître les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, le Var, vous voyez dans le top 5. Donc ce sont les départements de bord de mer. Et on voit également apparaître les Pyrénées-Atlantiques et la Gironde, côté Nouvelle-Aquitaine, donc là aussi des départements côtiers. Donc c'est sans doute les intentions au pied-à-terre, de résidence secondaire, voire de préparation de la retraite qui motivent ces choix-là. Pour l'Île-de-France, on peut sans doute voir derrière les 26% l'attractivité de l'Île-de-France, le besoin du pied-à-terre, probablement plus, ou de la résidence pour la retraite, que la résidence secondaire. On les a interrogés sur les freins à l'acquisition d'un bien immobilier. Alors, dans le pays dans lequel ils vivent, le premier frein de très très loin, c'est le prix de l'immobilier. Beaucoup de Français, en fait, jugent les prix d'immobilier très élevés dans les pays où ils résident. C'est particulièrement vrai dans les pays développés, en Europe, en Asie, aux États-Unis. Ensuite, mais bien après, les revenus insuffisants, le marché immobilier tendu, les taux d'intérêt, aux alentours de 20% des Français mettent ces freins en avant pour l'acquisition d'un bien dans leur pays de résidence. Pour ce qui est de l'acquisition d'un bien en France, le prix de l'immobilier est également mis en avant, mais de manière significativement moins importante qu'à l'étranger, 45% contre 56%. En revanche, on voit apparaître comme deuxième frein la fiscalité pour 36% des Français. Donc la fiscalité, bien évidemment, c'est que la fiscalité d'un immobilier détenu en France, en fait, les Français non résidents n'y échappent pas. Ils payent l'ensemble des impôts qui sont de la même façon, ou presque, que les Français de France. Les loyers sont taxés, les plus-values sont taxées, l'immobilier est intégré dans l'impôt sur la fortune immobilière, les donations, les transmissions sont taxées, la taxe foncière est due.
Bref, il n'y a pas de fiscalité favorable, c'est clair, pour les Français de l'étranger. J'aurais même tendance à dire que les Français de l'étranger sont moins favorisés que les Français de France, puisque les loyers sont plutôt un peu plus taxés, avec un taux minimum d'imposition de 20% qui est supérieur aux tranches basses du barème d'imposition pour les Français de métropole, hein, qui peuvent être à 0,5 ou 11%. Les plus-values sont parfois exonérées, mais dans des conditions assez restrictives. Et quand elles ne sont pas exonérées, la nécessité d'un représentant fiscal est souvent obligatoire, en tout cas dans un certain nombre de pays. Voilà. Autre frein très important et très intéressant, c'est la difficulté à obtenir un crédit pour 24%, c'est-à-dire un quart des Français de l'étranger, contre 15% seulement dans le pays de résidence. Donc là, on a un message à l'attention des banques, hein, évidemment, qui en tout cas, nous, à la Banque Atlantique, ne nous laisse pas insensibles. Mais bon, voilà, nous sommes déjà bien engagés dans l'accompagnement en crédit des Français de l'étranger. On pourra reparler de ce point-là, c'est un point très intéressant. Je termine avec cette slide avant qu'on puisse passer aux questions-réponses. Mais qu'est-ce qui, en fait, rend plus intéressant l'achat en France ou à l'étranger? Les expatriés nous disent, en France, qu'est-ce qui est plus intéressant? C'est le prix de l'immobilier et le niveau des taux d'intérêt, hein, puisque le prix de l'immobilier, on voit qu'ils sont 43% à juger que c'est plus coûteux dans le pays dans lequel ils vivent. Et puis, ils sont 44% à nous dire que les taux d'intérêt sont plus élevés dans le pays où ils vivent. En revanche, ils nous disent que c'est plus intéressant d'investir dans le pays dans lequel ils résident. On voit qu'à 49%, ils nous disent que c'est plus rentable, contre 23%, et à 51% que c'est plus intéressant fiscalement, contre 20%. Et puis, ils nous disent aussi que c'est plus facile d'investir dans le pays de résidence. 42% jugent qu'il est plus facile d'obtenir un financement dans leur pays de résidence qu'en France, 28%, et 52% contre 23% nous disent qu'il est plus simple d'acquérir un bien dans le pays de résidence. C'est normal. Évidemment, les conditions de visite, d'identification des biens sont beaucoup plus simples. Voilà, j'ai d'autres slides éventuellement à partager avec vous si vous le souhaitez sur d'autres questions que nous posons aux expatriés dans cette enquête, notamment quel regard ils portent sur la France, et est-ce que, depuis qu'ils sont à l'étranger, leur regard sur la France a bougé? La réponse est clairement oui, mais là, j'ai pensé que c'était plus intéressant peut-être de centrer sur l'immobilier, et donc d'avoir aussi peut-être qu'on échange un petit peu sur ce sujet. J'ai évoqué la fiscalité donc, et le crédit comme difficulté. Sachez qu'à la Banque Atlantique, nous avons des équipes évidemment dédiées aux Français de l'étranger. Hein, nos équipes, comme je l'ai dit, 20% de nos collaborateurs sont à l'étranger, en charge de relations avec des Français eux-mêmes vivant à l'étranger. Beaucoup d'équipes à Paris ne traitent que des non-résidents et que des Français vivant à l'étranger. Donc, on va dire du matin au soir, elles sont confrontées aux problématiques que vous rencontrez localement, soit en matière de financement, soit en matière d'investissement. Donc, des équipes dédiées, un dispositif international, beaucoup de capacités de conseil. Hein, on a parlé de la fiscalité, c'est une fiscalité assez complexe, celle des non-résidents, la fiscalité française et les conventions fiscales. Voilà, c'est des choses sur lesquelles on essaie de vous accompagner, mais je suis là aussi pour peut-être vous aider à mieux identifier quels services nous pouvons vous rendre. Donc, je vous repasse la parole, peut-être Hervé, il y a peut-être Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Vincent, pour cette présentation. C'est très clair et très instructif. Bravo pour cet observatoire. Les internautes, je vous propose de poser vos questions. Vous avez le petit onglet questions en bas à droite, poser une nouvelle question. C'est le moment. Vous avez la chance d'avoir Vincent Julia avec nous encore une grosse demi-heure. Donc, j'imagine que vous avez peut-être des projets d'investissement immobilier en France. Donc,
voilà, c'est le moment de poser vos questions de façon à avoir les réponses, que ce soit par rapport à vos situations, vos projets, vos envies, vos souhaits, comment vous imaginez les choses. Il y a tout un tas de questions qui se posent autour de ça. Donc, voilà, Vincent, Julia est là pour vous répondre. Donc, n'hésitez pas. Je vous rappelle aussi que ce webinaire sera disponible en replay. Donc, si vous avez raté le début ou si vous ne pouvez pas assister à la fin, pas de souci, vous le verrez. Vous recevrez un mail avec le lien du replay. Il y aura également un article dans le petit journal d'ici la fin de journée que vous retrouverez donc très facilement. Allez, on a une première question d'Alice qui demande: avez-vous un réseau bancaire aux Émirats Arabes Unis? Donc, peut-être qu'Alice, je ne sais pas si elle est basée là-bas ou si c'est son sujet, mais en tous les cas, voilà, je vous pose la question. Alors, la réponse est non. Nous n'avons pas de réseau bancaire aux Émirats. Nous n'avons pas non plus d'ailleurs d'implantation tout court, puisque les banques peuvent être implantées sous différentes types de licences. Les activités bancaires sont très vastes. On demande en général à l'étranger des agréments qui correspondent non pas à l'ensemble du portefeuille d'activités que nous avons en France. Enfin, ça dépend évidemment de l'importance que revêt le pays pour nous. Bon, aux Émirats, on n'en a pas. On a envisagé de le faire il y a 4 ans. Et puis, on a renoncé en raison des difficultés réglementaires pour obtenir une licence qui convenait à notre stratégie. Une des difficultés principales aux Émirats, c'est le caractère non coopératif du pays d'un point de vue fiscal et réglementaire. Vous savez, dans beaucoup de pays, et c'est une des difficultés d'ailleurs des non-résidents quand ils cherchent à ouvrir des comptes dans des banques en France, mais sans doute aussi à l'étranger, enfin à l'étranger, quand d'une façon générale, des non-résidents cherchent à ouvrir des comptes en dehors de leur pays de résidence, c'est que la réglementation applicable aux banques européennes, aux grandes banques occidentales plus largement, est très stricte. Et donc, les pays qui ne se conforment pas à ces règles créent beaucoup de difficultés pour leurs ressortissants lorsqu'ils veulent ouvrir des comptes à l'étranger. Donc, les Émirats, c'est un des pays qui n'est pas jugé conforme en termes de réglementation. Ça n'empêche pas d'avoir des clients aux Émirats. Nous avons de nombreux clients au Moyen-Orient et notamment aux Émirats, mais ça exige des diligences supplémentaires pour les banques. C'est un niveau de risque de conformité supplémentaire et donc c'est pas facile. Et implanter un établissement local crée beaucoup de difficultés, donc on l'a pas fait. D'accord, très bien. Alors, on a une question de Marie qui demande: est-ce qu'un Français de l'étranger peut prendre des parts dans une SCPI ou une SCI? Et dans ce cas-là, quelle est la fiscalité qui s'appliquera? Alors oui, il y a des possibilités de prendre d'acheter des parts de SCPI. Ça dépend quand même pas mal des sociétés de gestion de ces SCPI, des règles applicables de commercialisation des SCPI, puisque pour distribuer des SCPI dans des pays étrangers, il faut en général disposer d'agréments que les sociétés de gestion françaises ne demandent pas toujours. Donc l'offre est certainement restreinte, certaines néanmoins sont certainement accessibles. Voilà, la fiscalité des CPI, je pense que c'est un peu compliqué de rentrer dans le détail de la fiscalité, mais c'est vraiment évidemment des sujets sur lesquels on a des experts à la banque. On a tout un service en fait fiscal qui accompagne nos conseillers et donc les clients pour répondre à des questions, sachant que la fiscalité applicable sur quelques produits que ce soit, d'ailleurs les SCPI ou le reste, que ce soit même une vente de titres, une fiscalité immobilière, même une fiscalité immobilière, c'est un jeu subtil entre ce que la France souhaite appliquer sur le gain ou le revenu tiré de l'actif, ce que le pays de résidence souhaite lui aussi appliquer comme taxation, et si elle existe, ce que la convention fiscale signée entre les deux pays décide en cas de conflit, c'est-à-dire en cas d'éventuelle double imposition. Donc tout ça est très compliqué, ça demande c'est du cas par cas, en fait, pays par pays, instrument par instrument. Donc voilà. Mais c'est des choses qu'on sait faire.
Et quand on ne sait pas faire, parce qu'il faut un niveau de technicité, notamment de connaissance de la fiscalité locale et de la convention qui peut-être est trop pointu, il faut aller chercher des conseils d'avocats spécialisés. Très bien. Ben, on a une question justement autour de la fiscalité V bouffée. Alors, je ne sais pas si c'est Valérie, Victor ou Victoire. Doit-on payer les impôts locaux lorsqu'on réside à l'étranger sur notre seul domicile en France? Donc, peut-être redire effectivement ce que vous étiez en train de dire, c'est-à-dire qu'il y a la fiscalité qui s'applique, mais il y a également toutes les conventions fiscales et du coup, c'est différent pour chaque pays. Alors oui, mais du point de vue de l'immobilier qui est en France, il n'y a pas Oui. de doute que les non-résidents sont soumis à la fiscalité française. Ça, c'est un principe assez général de droit fiscal. Enfin, il y a peut-être des gens plus spécialistes que moi, je ne suis pas un spécialiste, mais globalement, l'immobilier est taxé dans le pays dans lequel l'immobilier est situé. Hein, Détenu. voilà. Donc, alors ça n'empêche pas toujours d'ailleurs que le pays de résidence taxe lui aussi. Oui. C'est pas parce que la France taxe, ça c'est un sujet quand même important, c'est pas parce que la France taxe que le pays de résidence ne taxe pas. Il peut y avoir double imposition. La convention fiscale entre les deux pays peut régler les cas de double imposition et décider lequel des deux pays va pouvoir taxer, mais les conventions ne règlent pas tous les cas de double imposition. Et puis, il y a des conventions pour les revenus, il n'y a pas forcément des conventions, enfin, il n'y a pas forcément des conventions fiscales, par exemple, pour les donations ou pour les transmissions. Oui. Et ça veut dire que avant peut-être de se lancer dans son projet, c'est une donnée importante à prendre en compte. Alors, tout à fait, voilà, ça c'est tout à fait un bon conseil qui est à donner. C'est avant de faire une acquisition ou une cession, peut-être encore plus une cession d'ailleurs qu'une acquisition, comprendre la fiscalité qui va être applicable aux revenus, à l'éventuelle plus-value qu'on réalise, pour vérifier qu'on ne se trouve pas dans un cas de double imposition ou voilà, qu'on ne soit pas surpris par le revenu net qu'on tire d'un bien dont on pensait qu'en fait, il serait bien plus élevé parce qu'on n'avait pas anticipé toutes les charges fiscales qui seraient à prendre en compte. Ouais. Donc oui, le conseil fiscal est vraiment un sujet relativement complexe pour les Français de l'étranger. Ça déborde le cadre de l'immobilier. Hein. C'est le cas, par exemple, des revenus tirés de portefeuilles d'actions ou d'obligations. C'est le cas des rachats faits sur des contrats d'assurance vie qu'on peut avoir. Bon, c'est le cas lorsqu'on est soi-même à l'étranger bénéficiaire d'une succession ou d'une donation. Tout ça devient vite assez complexe et nécessite quand même de prendre des précautions et de se faire bien aider. Il y a les notaires qui connaissent beaucoup de choses aussi, bien évidemment. Il y a des notaires d'ailleurs spécialisés enfin spécialisés ou en tout cas ayant des équipes spécialisées dans l'accompagnement des non-résidents. Donc il faut prendre des bons conseils. Très bien, allez, on va continuer avec les questions des internautes. On a Raya qui se présente comme une chasseuse d'appartements. Elle aide les expatriés à investir en France. Elle a différents clients. Elle a un client français en Jordanie. Elle demande, est-ce que la Banque transatlantique finance les expats de Jordanie pour des investissements immobiliers en France? Oui, il n'y a pas d'opposition de principe. On n'a pas d'exclusion géographique, comment dire, qui soit systématique. C'est pas les pays les plus faciles, évidemment, hein, mais on finance couramment. Sinon en Jordanie, parce qu'on n'est peut-être pas, on n'est pas très très souvent sollicité par la Jordanie, mais dans quelques pays du Moyen-Orient, ça c'est quand même, ça reste assez courant. Donc, mais c'est un peu comme ce que j'ai dit sur les Émirats tout à l'heure, c'est des pays qui rendent la vie un peu plus difficile pour les banques françaises. Très bien. Alors, On a une... certaines ont pris des politiques hein, en disant on ne finance pas les non-résidents, ou on ne finance pas hors Europe, ou on ne finance pas tel ou tel pays. Voilà, nous, on a des systèmes internes de cotation des pays, hein, on est tenu de le faire, hein, c'est la réglementation applicable aux banques impose aux banques d'identifier les risques, de les catégoriser et de développer des procédures et des systèmes de gestion de ces risques. Voilà. Donc, parmi les risques, évidemment, la situation géographique d'un client, quel qu'il soit,
peut être plus ou moins fait l'objet d'une cotation qui est interne, hein, qui n'est pas fournie par le régulateur. Et voilà. Mais nous avons nos risques, mais même sur les risques les plus élevés, ça relève d'une décision de la direction de la banque de décider d'entrer en relation ou de faire une opération ou de ne pas la faire. Bien sûr. Alice, alors c'est pas vraiment une question, mais c'est plus une remarque, mais je pense que ce serait intéressant peut-être de rebondir dessus, Vincent. Elle dit, il faut garder à l'esprit que l'IFI est calculé sur le patrimoine mondial. Alors peut-être redire un petit peu ce que c'est l'IFI et effectivement comment est calculé un peu c'est une sorte de flat tax, c'est ça? Alors l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, qui est un impôt qui a été mis en place par le président Macron en remplacement ou en substitution de l'ancien ISF, l'impôt sur la fortune immobilière, est un impôt qui, comme son nom l'indique, est applicable au patrimoine immobilier. Alors, pour les Français qui résident en France, le patrimoine immobilier à prendre en compte, c'est effectivement le patrimoine mondial. C'est-à-dire que si vous revenez de l'étranger pour vous réinstaller en France et que vous conservez un bien que vous aviez acheté dans votre pays à l'étranger et que vous êtes soumis à l'IFI, c'est-à-dire que vous dépassez les seuils au-delà des seuils de patrimoine au-delà desquels l'impôt est dû, il va falloir déclarer ces biens détenus à l'étranger dans votre patrimoine immobilier taxable. Ça, c'est pour les résidents donc de France. Pour les résidents à l'étranger, hors de France, la France applique l'IFI, mais sur un périmètre qui est réduit, c'est le périmètre des biens situés en France uniquement. Voilà, donc là, si vous résidez à Mexico ou à Singapour et que vous avez des biens en France et que vous avez une valeur de biens immobiliers qui excède le seuil de l'IFI, qui est de 1,3 million d'euros, net de dettes, les dettes, dans certaines conditions, peuvent être déduites du patrimoine pour calculer un patrimoine net. Si ce patrimoine net excède 1,3 million, le patrimoine net en France, alors vous serez soumis, vous devez faire une déclaration IFI et payer de l'impôt. Il est à noter que la définition de ce qu'est le patrimoine immobilier est assez large, et donc ça inclut typiquement les parts de SCPI dont on parlait tout à l'heure, hein, donc ces fonds investis dans de l'immobilier, souvent de l'immobilier de bureau ou commercial. Donc les parts de SCPI sont à prendre en compte, y compris d'ailleurs quand elles sont à l'intérieur de contrats d'assurance vie que vous auriez pu garder. Et puis il y a également ça vient de me traverser l'esprit, mais je suis désolé, je viens d'oublier. Bon, enfin voilà, ça reviendra, mais SCI non, ce que je voulais dire, pardon, voilà, c'est l'immobilier qui serait détenu en société. Si vous avez des parts de sociétés qui font un certain nombre de choses, mais qui détiennent de l'immobilier, c'est pas nécessairement exclu de l'assiette taxable. Hein. Donc voilà, là aussi, dès que les patrimoines sont un peu significatifs, il faut quand même se faire aider. D'accord. Une question de Marie qui demande, est-ce que la taxe de non-occupation d'un bien immobilier dans les zones tendues, c'est-à-dire finalement les logements inoccupés, sera applicable aux Français de l'étranger? Alors, elle décrit en fait résidence secondaire gardée comme un pied-à-terre. Alors, je ne sais pas si c'est un projet ou si elle est déjà dans ce cas. Et est-ce que vous avez des informations à ce sujet, Vincent? Non, je n'ai pas d'informations sur ce sujet spécifique. Il est rare que les non-résidents échappent. Néanmoins, ce serait étonnant qu'ils échappent à une disposition de cette nature si elle est déjà mise en œuvre ou qu'elle va être mise en œuvre. Je vous signale d'ailleurs que là, pour le coup, c'est annoncé d'ici le 30 juin. Vous devez faire, si vous avez de l'immobilier en France, il faut faire une déclaration sur le site impôt.gouv.fr d'occupation ou de location de ces biens en donnant à l'administration fiscale l'identité notamment des personnes qui occupent les biens que vous détenez. Sur la taxe, non, sur les logements vacants, je ne connais pas assez en détail ce dispositif pour savoir répondre à cette question.
D'accord. Moi, j'ai une question par rapport aux défis qui sont rencontrés par les expatriés en matière de financement immobilier. Pour représenter une banque, donc c'est un sujet qui… On entend souvent, oui, bah, on l'a vu d'ailleurs à travers l'enquête, que bah, finalement les Français souhaitent acquérir un bien, un pied-à-terre, préparer leur retraite. On a vu qu'il y avait plein de motivations pour acquérir un bien en France, mais on entend souvent que bah, finalement c'est difficile de se financer, c'est difficile d'obtenir un prêt. Quels sont un petit peu les critères? Comment vous travaillez? Alors, pour comprendre pourquoi c'est difficile, il faut se mettre un peu à la place du banquier. Oui. Donc, le banquier, il prête quand il est sûr que son client a la capacité de remboursement du crédit. C'est la pratique en France. Ce n'est pas forcément la pratique et la culture du crédit qu'on trouve à l'étranger, notamment dans les pays anglo-saxons, qui ont plutôt tendance à prêter en se fiant uniquement à la valeur du bien qu'ils détiennent en garantie. Ça a des inconvénients. Je ne vais pas rentrer dans la comparaison des deux modèles. En tout cas, le modèle français est très différent. Dans le modèle français, le crédit se rembourse en général avec des mensualités constantes et petit à petit au gré de la durée du crédit. Et la banque donc examine la capacité de remboursement, de paiement des échéances mensuelles de son emprunteur. Alors le problème, c'est que pour une banque française, apprécier la capacité de remboursement d'une personne qui vit à l'étranger, que ce soit en Jordanie, comme on l'a dit, que ce soit à Mexico, à Rio, à Washington ou à Tokyo ou au Caire, peu importe, c'est pas simple. C'est pas simple parce que les échelles de revenus ne sont pas du tout les mêmes. Les revenus sont exprimés dans des monnaies dont certaines sont bien connues, d'autres le sont beaucoup moins. Et puis les charges liées au coût de la vie sont très difficiles à apprécier. Donc, savoir si avec 100 000 $ à New York, on vit comme avec 100 000 € en France, ce n'est pas donné à toutes les banques. Et encore, New York, c'est plutôt probablement ce qu'il y a de plus simple à imaginer. Donc les banques ont beaucoup de mal à apprécier la capacité et ce qu'on appelle le reste à vivre, c'est-à-dire finalement, est-ce qu'une fois payé la mensualité, l'emprunteur va avoir assez pour continuer à assurer son train de vie? Donc ça, si vous n'avez pas d'équipe spécialisée, d'équipe sur place, des réseaux d'information, une expérience, voilà, c'est assez compliqué. Donc ça explique pourquoi. Deuxième raison, les banques en France, par exemple, vont demander à l'emprunteur de domicilier le salaire ou le revenu professionnel dans la banque. Ça leur permet de prélever directement sur le compte de leur client la somme nécessaire au remboursement de l'échéance. Donc, quand vous êtes avec un emprunteur qui est à l'étranger, qui a ses revenus domiciliés dans dans une banque locale, du pays dans lequel il réside, la banque n'a pas cette facilité. Elle est dépendante de la bonne volonté de l'emprunteur de rapatrier des capitaux chez elle sur un compte qui va permettre le remboursement du crédit. Ça ne vient pas tous les mois de façon mécanique et automatique parce que l'employeur, par exemple, a eu l'instruction de régler le salaire sur le compte de la banque. Troisième raison, en cas de difficulté, la banque se trouve très démunie pour poursuivre un emprunteur à l'étranger. Il y a des pays dans lesquels c'est plus facile que d'autres, mais il y a des pays dans lesquels c'est clairement pas facile. Donc c'est ça qui fait que les banques sont assez réticentes. En tout cas, ça leur pose des difficultés. Et donc, il faut trouver des arguments qui rassurent la banque, des arguments qui peuvent être de nature en termes d'informations qu'on fournit. Il faut être très transparent, donner le maximum d'informations sur l'employeur. On sait par notre enquête que 80% des Français de l'étranger travaillent pour des entreprises qui ne sont pas françaises. Donc, a priori, très peu connues de la banque du client. Quelques-uns, une minorité, travaillent pour des grands groupes du CAC 40 à l'étranger. Donc là, ça va être relativement facile pour eux de se financer. Pour des fonctionnaires en poste à l'étranger, c'est relativement facile. Dès qu'on bascule dans le monde de l'emploi privé, quand c'est salarié privé dans un grand groupe étranger, ça peut encore aller. Quand on va passer sur des PME, c'est plus compliqué. Quand on est entrepreneur ou auto-entrepreneur, indépendant, évidemment, c'est des critères de risque supplémentaires pour la banque. Donc, donner beaucoup d'informations, je pense que ça peut aider. Et puis, éventuellement, proposer à la banque des garanties complémentaires, soit sous forme immobilière, soit sous forme de cautionnement, soit sous forme de garantie financière quand c'est possible, et que la banque l'accepte.
Ouais. Est-ce qu'il faut compter sur un apport minimum? C'est-à-dire, est-ce que, je sais pas, je vais acheter un bien à 200 000 euros, est-ce que je peux emprunter 200 000 ou ça m'étonnerait? Ou plutôt, est-ce qu'il va falloir que j'ai 30% d'apport, 50% d'apport? Est-ce qu'il y a un minimum? Alors là, c'est très très variable, hein. Je ne pense pas qu'on puisse répondre de façon générale à cette question. Euh, Ça va beaucoup dépendre des relations que vous entretenez avec votre banque. Il va sans dire que si votre relation est ancienne et stable et fidèle, vous avez quand même plus de chances, un, d'obtenir des financements, deux, d'obtenir une quotité de financement plus élevée. La pratique, oui, on va dire, je réponds plutôt positivement à votre question, enfin, si je la prends dans le bon sens, mais en général, les banques vont demander une participation en fonds propres. Hmm. En France, c'est plutôt de l'ordre de 20%. Un Français de France, le cas classique, c'est qu'il obtient un crédit pour 70-80% du financement. Néanmoins, il n'est pas impossible d'aller plus loin, d'aller à 100%, voire en période de forte concurrence et de forte tension entre les banques, vous pouvez dépasser les 100, 105, 110%. Parfois, les banques prêtent, y compris les frais qui vont avec. Aujourd'hui, on n'est clairement pas dans cette situation-là. Il y a plutôt un peu de réserve du côté des banques. Après, ça dépend aussi si, je reviens sur ce que j'ai évoqué tout à l'heure, si vous apportez des garanties complémentaires, vous détenez déjà un bien, par exemple, un studio, je ne sais quoi, qui lui est libre, dont le remboursement a déjà été fait, ou bien vous détenez un contrat d'assurance vie ou un portefeuille titre, vous pouvez proposer à la banque de donner des garanties complémentaires, auquel cas la banque va pouvoir monter dans la quotité de financement. Ce qui va être difficile pour la banque, c'est d'avoir une valeur de garantie qui serait égale à 100% du montant prêté. Les Oui. banques, elles veulent un peu plus de garantie que le montant prêté, parce que les garanties sont susceptibles de perdre de la valeur. Et si elles perdent de la valeur rapidement en début de crédit, alors que le crédit n'est pas encore remboursé, elles ne veulent pas se trouver dans une situation où la valeur des garanties serait inférieure au montant prêté. Donc, compléter des garanties, c'est un moyen de monter la quotité de financement. Et D'accord. encore une fois, ça peut prendre des aspects immobiliers, mais aussi financiers, mobiliers. Ça peut être un compte, ça peut être un livret d'épargne, ça peut être un contrat d'assurance vie, ça peut être des SCPI, ça peut être. Bon, il faut parler à la banque de ce que vous avez. Ça peut, dans un certain cas, c'est notre cas à nous, par exemple. Bon, nous avons ouvert le champ des garanties que nous acceptons, notamment des garanties immobilières. Nous acceptons des garanties immobilières situées à l'étranger. Pas dans tous les pays, mais dans quelques pays, notamment les pays limitrophes de la France, en Grande-Bretagne, en Belgique, en Suisse, au Canada. On accepte de prendre des garanties immobilières dans des marchés immobiliers qu'on connaît assez bien, dans des villes dans lesquelles on est implanté. On peut faire ça de temps en temps. Des garanties financières qui ne seraient pas logées en France. On voit que les Français ont parfois beaucoup d'épargne qui est logée à l'étranger. On peut prendre des garanties, on peut nantir, comme on dit, un compte titre par exemple, qui serait dans une banque étrangère avec laquelle la banque peut se mettre en relation pour sécuriser son emprunt. D'accord. Allez, les internautes, posez vos questions. Il nous reste encore une grosse dizaine de minutes. Donc, c'est le moment de poser vos questions avec le petit onglet questions. Moi, j'avais une question, Vincent, qui était finalement, pourquoi il est plus intéressant pour un Français résidant à l'étranger d'acheter un bien en France que dans son pays d'adoption? Enfin, quel serait, parce qu'on a vu on a vu les motivations, mais il peut y avoir aussi un intérêt financier. Je pense notamment au fait qu'on ait des taux fixes en France, ce qui n'est pas le cas partout. Alors, bon, vous l'avez vu, hein, les Français à l'étranger trouvent que finalement l'immobilier en France est souvent moins coûteux qu'à l'étranger. Il est effectivement, quand on le finance par emprunt, l'emprunt est clairement moins coûteux. Donc, c'est deux éléments qui sont très favorables. L'élément défavorable, c'est la fiscalité, ça c'est clair. Mais donc, il est quand même assez compliqué euh, de mesurer, hein, le rendement qu'on va tirer d'un investissement immobilier en France par rapport à celui, et de le comparer pour le comparer avec celui qu'on tirerait à l'étranger. Il y a beaucoup de paramètres, notamment l'évolution du marché immobilier. L'évolution du marché immobilier français, elle est historiquement plutôt bonne, hein. Depuis 20 à 30 ans, on a un marché immobilier qui a bien performé.
un peu inégalement quand même, hein, mais en France, en tout cas entre la région parisienne et d'autres régions. Bon, mais on a quand même des marchés qui ont été orientés à la hausse. On est plutôt en phase de retournement aujourd'hui. Est-ce que c'est un retournement de courte durée ou de longue durée? On a un autre paramètre intéressant en France, c'est que les baisses n'ont jamais été très, très violentes. À part au milieu des années 90, où il y a eu d'assez fortes baisses, on ne connaît pas en France des évolutions du marché immobilier qu'on connaît dans des pays d'Asie ou d'Amérique, où en quelques mois, le marché peut baisser de 20%. Oui. Il en est de même d'ailleurs sur les loyers, c'est-à-dire que les loyers sont extrêmement stables en France, donc les rendements sont très prévisibles pour l'investisseur. Un, les rendements sont prévisibles. Deux, les perspectives de baisse de la valeur de l'immobilier sont faibles. Par opposition, alors ça, ce n'était pas une question qu'on leur posait, mais c'est notre expérience, par opposition aux variations de loyer qu'on peut observer en Grande-Bretagne ou en Asie ou aux États-Unis, ou les variations de prix de l'immobilier qui peuvent chuter brutalement. Donc, c'est des investissements quand même beaucoup plus sécurisés. Je pense que l'investissement en France est clairement beaucoup plus sécurisé et de mon point de vue, donc, beaucoup plus approprié à la préparation d'une retraite en France qu'à l'acquisition d'un bien dans le pays de résidence. Oui, bien sûr, parce que sur l'investissement immobilier, il faut aussi le voir sur la durée, j'imagine. Oui, parce qu'en général, on n'achète pas dans les 2 ans qui précèdent son retour, surtout si on a besoin d'avoir un crédit immobilier. Hein. Là, il faut quand même quelques années devant soi pour rembourser. Donc, on est plutôt sur des crédits 10-15 ans avant la retraite. Voilà. Alors, on nous dit aussi que il semble, hein, ça c'est un échange qu'on a eu avec l'étude Chevreux récemment, que les Français de l'étranger, en ce moment, font plutôt plus d'acquisitions sans crédit qu'il y a quelques mois. Bon, peut-être qu'il y a moins de monde sur le marché de l'acquisition immobilière aujourd'hui aussi. Mais bon, pour le plus grand nombre, le crédit immobilier est nécessaire. D'accord. Plus largement, Vincent, est-ce que vous pourriez nous dire quel conseil pourriez donner à nos internautes pour bien choisir sa banque en tant que non-résident, et aussi plus généralement, quelle offre de services et de produits vous pouvez proposer à la Banque Transatlantique, à nos expatriés qui nous écoutent? Bon, alors, le choix de la banque, choisissez une banque qui est, comment dire, ouverte aux expatriés, bien évidemment, et qui a la volonté de faire quelques efforts pour comprendre leur situation. Et qui, si c'est possible, qui bénéficie de services dédiés aux expatriés. On n'est pas les seuls, hein, quand même, heureusement, à servir les intérêts des expatriés. Donc, d'autres banques ont mis en place des équipes spécialisées. Je pense que vous avez compris qu'il fallait un degré de spécialisation relativement élevé, tant sur le plan fiscal que sur le plan de l'appréhension du risque, sur le plan de la gestion de la réglementation en matière de conformité des flux financiers, par exemple, ou de la connaissance client. Donc c'est plutôt des établissements, je pense, soit des grands établissements qui ont mis en place des équipes dédiées, soit des établissements de plus petite taille qui se veulent un peu acteurs de niche. Voilà, et puis n'hésitez pas à pousser plusieurs portes parce que franchement, je pense que les approches stratégiques des banques vis-à-vis des non-résidents sont extrêmement variables. Elles sont très différentes les unes des autres. Donc voilà, alors c'est vrai qu'il y a des courtiers, notamment en crédit immobilier aujourd'hui, qui se spécialisent sur la clientèle des non-résidents, enfin des Français même à l'étranger, ou voire des non-résidents avec les nationalités étrangères. Donc ces gens-là connaissent bien, je pense, le marché des banques et quelles sont les banques qui sont les plus allantes. Mais encore une fois, ça va beaucoup dépendre des pays. Est-ce qu'on est en Europe? Est-ce qu'on n'est pas dans la zone euro ou pas dans la zone euro, dans l'Union européenne, ailleurs? Voilà. Pardon, la deuxième question. Donc, les services, schématiquement, nous, je crois que ce qui est à retenir pour la Banque Transatlantique, c'est que les expatriés, c'est un secteur clé et stratégique de la banque. Donc, nous investissons, nous sommes là depuis longtemps, nous sommes là pour longtemps dans l'accompagnement des expatriés. Nous avons des équipes dédiées pour les accompagner, donc des conseillers
qui ne traitent que des clients expatriés, donc voilà, qui connaissent très très bien l'ensemble des problématiques financières, fiscales, juridiques liées à la non-résidence. On a ce réseau international qui nous permet évidemment d'avoir énormément de contacts, de liens, de partenaires aussi pour aider les Français à réaliser des projets de toute nature. On a des services d'investissement au-delà du financement dont on a beaucoup parlé, du financement immobilier notamment. On a de l'accompagnement très important en matière d'investissement dans les marchés financiers européens, voire internationaux, bon, surtout américains, disons. On est surtout spécialisé sur l'investissement dans les marchés européens et américains. Donc de l'étranger, ce n'est pas toujours très simple de gérer de tels investissements. Voilà, donc les choses sont organisées de la manière suivante. Le client a un banquier dédié, voilà, qui le suit durablement avec des équipes très stables. Et puis autour du banquier, un certain nombre d'experts, notamment en matière immobilière, en matière fiscale, en matière de gestion financière, pour aider, pour travailler les questions les plus pointues, celles qui ont besoin d'un niveau d'expertise plus élevé. Très bien, allez, on va aborder les toutes dernières questions. J'ai une question d'Alice qui demande en fait, parce que là actuellement donc, on est dans une période de hausse des taux, de baisse des prix selon elle dans certains endroits en France. Comment voyez-vous à 6 mois le marché immobilier? Est-ce qu'on peut s'attendre à justement une baisse continue des prix? Est-ce que les taux vont continuer d'augmenter? Bon, la prévision, c'est difficile, surtout s'agissant du futur, je crois, disait Woody Allen. Donc, bon, la montée des taux, elle est probablement pas finie. Non, on reste sur des niveaux d'inflation qui sont quand même très élevés. On tourne autour de 8-9% en Europe. On a des taux d'intérêt à 3, 3,5, enfin 3% pour la Banque centrale. Donc, en fait, d'autres hausses des taux sont déjà annoncées et se produiront. Donc, les taux vont continuer de monter, certainement, peut-être pas énormément, mais 0,5, 1 point, voire 1,5 dans les 6 mois qui viennent, ça ne semble pas impossible. Ça, c'est pour les taux d'intérêt. Pour l'immobilier, les taux d'intérêt qui montent, c'est quand même pas très bon. Donc, ce serait étonnant que l'immobilier inverse la tendance actuelle, qui est plutôt une tendance donc baissière, mais qui est encore très faiblement baissière. On est sur des baisses de 0,5% de valeur, et encore pas partout. On a encore des marchés qui continuent de monter parfois, à droite ou à gauche. On va peut-être perdre un petit peu, mais je ne crois pas du tout à une baisse importante. Si on perd 5% dans la valeur des biens, ce sera à mon avis le maximum. Le marché reste très tendu en France. Il y a, toutes les constructions neuves sont à l'arrêt. La volatilité du marché, comme je l'ai dit tout à l'heure, est très faible. L'élasticité est très faible. On a eu des périodes de baisse en 2016-2017. On en a eu juste après la crise de 2008-2009. On a très très peu baissé. C'est très vite reparti à la hausse. Donc moi, je ne crois pas vraiment à une baisse de prix forte dans les 6 mois. Très bien. On a Antonio qui demande, en fait, qui dit donc lui, il est au Caire, son salaire est domicilié en France, il a un contrat détaché, un contrat de base français. Il dit il a des garanties avec un bien immobilier en France et sa banque refuse de lui prêter. Alors, il dit y a-t-il des banques plus ouvertes que d'autres? Vous avez dit tout à l'heure qu'il faut pousser les portes, donc peut-être qu'il vous contacte, bien entendu. Est-ce que c'est un peu ça l'idée, c'est de faire un comparatif? Je pense que c'est clair qu'il y a des banques qui ne veulent pas prêter. Et, si vous voulez, l'approche la plus simple consiste à dire les non-résidents, c'est du risque que je ne sais pas gérer, donc je ne fais pas. Il faut reconnaître aux banques le droit de se positionner de la sorte. Je pense qu'il faut avoir en tête que dans un grand réseau bancaire, donc dans notre groupe, les réseaux bancaires, c'est le CIC et le Crédit Mutuel. Une agence de taille moyenne, c'est une agence qui a 3 000, 5 000 clients, entre 3 et 5 000 clients. Vous allez avoir entre 10 et 20 expatriés. Oui. Donc, vous ne pouvez pas demander et vous avez 4, 5, 6 collaborateurs.
Vous ne pouvez pas spécialiser un collaborateur sur le non-résident, c'est absolument impossible. Donc, il ne faut pas leur demander l'impossible. Voilà. Donc, si votre banque ne fait pas de non-résident, bon, ben, il faut l'admettre. À mon avis, il ne faut pas lui reprocher de façon. Ce serait injuste de lui reprocher. Elle est très bonne peut-être pour autre chose. En revanche, il faut vous orienter vers d'autres banques qui s'affichent comme actives et ouvertes aux non-résidents. Alors après, ce n'est pas parce qu'elles sont ouvertes que votre dossier va leur plaire, que l'empilement des difficultés que j'ai évoquées ne va pas à un moment dépasser leur seuil de douleur. Mais voilà. Maintenant, je sais que c'est difficile. Je sais qu'on discute de l'application du droit au compte pour les non-résidents, les parlementaires représentant les Français de l'étranger dont nous sommes très proches, qu'il s'agisse qu'ils soient sénateurs d'ailleurs ou députés, reviennent régulièrement sur la question. On sait bien que pour un certain nombre de Français de l'étranger, c'est difficile d'ouvrir un compte en France. Dès lors qu'il s'agit par exemple de domicilier qu'une pension de retraite, c'est vrai que c'est compliqué pour une banque de se mettre sur les bras beaucoup d'obligations administratives et réglementaires, parce que les obligations sont à peu près les mêmes, que vous ayez un compte avec une pension de retraite qui tombe ou que vous ayez un client très fortuné qui dépose chez vous beaucoup d'argent, ou qui fait beaucoup de crédit avec vous. Hein, parce que les obligations réglementaires, c'est la connaissance client. Et ça, la connaissance client d'un client qui vit à l'étranger dans un pays lointain, ben, elle n'est pas simple à acquérir. Bien sûr. Ben, on arrive au terme de ce webinaire. Je vais afficher voilà, un petit slide avec tous les contacts. On avait Jackie qui demandait si vous étiez présent au Chili et Maya qui demandait si vous étiez présent au Brésil. Peut-être, Vincent, nous en dire un petit peu justement comment ces gens peuvent vous contacter. Là, j'ai mis donc déjà sur le site internet de la banque, vous trouverez beaucoup de choses. Vous trouverez notamment notre réseau d'implantation. Donc, on est implanté aux États-Unis, au Canada, en Grande-Bretagne, en Belgique, au Luxembourg, en Suisse, à Hong Kong et à Singapour. Donc, malheureusement, dans les autres pays, non. On a, cela dit, depuis ces pays, un certain rayonnement géographique local. Et puis, mais on a beaucoup de clients au Brésil, on a des clients dans 180 pays du monde. On est la banque des diplomates français. La France ayant le réseau diplomatique le plus important avec les États-Unis. On est est ouvert à la quasi-totalité des clients. On a même des clients, pour vous dire, en Irak ou en Syrie. Donc, c'est pas facile et on ne peut pas dire qu'on cherche à développer cette clientèle-là, mais on essaye de trouver des solutions. Alors, donc, le site Internet est une bonne source d'information. Vous verrez notamment dedans une rubrique actualité sur laquelle on poste beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'articles, il y a beaucoup de sujets relatifs à l'international. Nos réseaux sociaux aussi, c'est-à-dire LinkedIn, Twitter, Facebook, beaucoup d'informations pour les expatriés. On a une chaîne YouTube qui apparaît à l'écran aussi avec des playlists, notamment une playlist pour l'international. Donc voilà, pas mal de moyens de nous connaître, d'identifier un peu ce qu'on fait. On fait ce qu'on appelle des opérations signature. Donc on fait des petites vidéos de quelques minutes pour expliquer un cas concret, comment on a traité tel cas d'un Français de l'étranger qui a voulu faire tel ou tel type d'opération, comment on l'a accompagné. Donc ça pourra vous donner comprendre un petit peu plus concrètement ce qu'on fait. Parfait. Ben, écoutez, merci beaucoup, Vincent Julia, membre du directoire de la Banque Transatlantique. Merci beaucoup, Vincent, pour cette présentation. Merci à vous tous, les internautes, pour vos questions, pour avoir passé cette heure avec nous. Je vous rappelle que dans quelques minutes, vous allez recevoir le mail avec le lien du replay. Donc, si vous avez raté le début ou si vous souhaitez le revoir, n'hésitez pas aussi à le faire connaître. En fin de journée, il y aura également l'article dans le petitjournal.com avec la vidéo sur YouTube. Donc, voilà, vous pourrez la partager très largement. Merci à tous les internautes. Merci encore à vous, Vincent. À très bientôt. Merci la Banque Transatlantique. Au revoir. À bientôt pour d'autres rendez-vous, d'autres webinaires. Merci beaucoup. Merci Hervé. Merci à tous pour votre écoute. Au revoir. Au revoir.